ma femme m'a menti pour passer la nuit avec son amant, ils ont eu un accident, et maintenant elle est à l'hôpital et demande pourquoi je ne veux pas lui rendre visite. J'ai découvert que ma femme me trompait parce qu'une infirmière a pensé que je devais connaître le nom de l'homme qui était avec elle, au moment où leur voiture s'est enroulée autour d'un poteau téléphonique, à 2 heures du matin. Cette simple phrase a mis fin à mon mariage, avant même que je n'ai eu le temps de réaliser que ma femme aurait pu mourir. Mais voici la chose que personne ne veut entendre. Au moment où j'ai appris qu'elle n'était pas seule dans cette voiture, j'ai cessé de me soucier de savoir si elle vivait ou mourait. Et je sais comment cela peut paraître, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je m'appelle Carlos. J'ai 33 ans. Et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 10 mois, même si certains jours, j'ai l'impression que c'était hier, et d'autres, que c'était il y a une éternité. Je pensais avoir un mariage solide. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4 ans, et nous avions ce genre de relation où l'on s'embrasse encore pour se dire au revoir le matin, et où l'on s'envoie des mèmes stupides pendant le travail. Ma femme s'appelle Elena. Elle a 31 ans, travaille dans le marketing, et c'est le genre de personne que tout le monde aime en soirée, car elle est drôle, charmante, et sait exactement quoi dire pour que vous vous sentiez spécial. Je pensais que j'étais chanceux. Je pensais avoir gagné une sorte de loterie en trouvant quelqu'un qui voulait vraiment construire une vie avec moi. En y repensant maintenant, je vois à quel point cela semble naïf. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que nous étions heureux. Ce vendredi soir-là, Elena est entrée dans le salon avec son sac de voyage déjà prêt, et m'a dit qu'elle partait voir son amie Laura pour le week-end. Laura venait apparemment de vivre une rupture terrible, et Elena voulait être là pour elle. Elle a dit que Laura était dans un sale état, qu'elle pleurait tout le temps, qu'elle ne mangeait pas, bref, la totale. Je me souviens avoir pensé que c'était adorable que ma femme se soucie autant de ses amis. Je l'ai même aidé à porter son sac jusqu'à la voiture. Je lui ai demandé si elle avait besoin que je vérifie la pression de ses pneus, car cela faisait un moment depuis sa dernière vidange, et elle a ri, m'a embrassé, et m'a dit que je m'inquiétais trop. Elle a dit qu'elle irait bien et qu'elle m'enverrait un message quand elle serait arrivée. Je l'ai regardé sortir de l'allée, j'ai fait un signe de la main comme un idiot, et je suis rentré à l'intérieur pour regarder un film, un de ceux que je voulais voir depuis longtemps. Je lui faisais totalement confiance. C'est cette partie-là qui me donne envie de frapper quelque chose à chaque fois que j'y pense. Je lui faisais tellement confiance que je n'ai pas remis en question un seul mot de ce qu'elle a dit. Elle m'a envoyé un message vers 21 h ce soir-là, disant qu'elle était bien arrivée et que Laura était dans un état pire qu'elle ne le pensait. J'ai renvoyé un emoji cœur et lui ai dit de faire un câlin à Laura de ma part. Ensuite, je suis allé me coucher seul, supposant que ma femme était une bonne amie, et je me suis endormi en me sentant reconnaissant d'avoir épousé quelqu'un avec un si grand cœur. Samedi matin, je me suis réveillé en attendant un message d'Elena. Peut-être une photo d'elle et Laura prenant le petit déjeuner, ou en train de faire un truc de self-care. Rien. Je me suis dit qu'elle faisait la grasse matinée. À midi, je commençais à me sentir un peu bizarre à ce sujet, mais je ne voulais pas être ce mari qui vérifie toutes les 5 minutes. À 18 h, j'avais envoyé 3 messages et essayé d'appeler 2 fois, tombant directement sur la messagerie vocale. Là, j'étais vraiment inquiet. Avez-vous déjà eu ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais que vous n'arrivez pas tout à fait à mettre le doigt dessus? C'est là que j'en étais. À 1 h du matin, je faisais les 100 pas dans la maison, essayant de décider si je réagissais de manière excessive ou si quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai failli appeler la police. J'étais littéralement en train de chercher le numéro non urgent quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu immédiatement, le cœur battant, m'attendant peut-être à ce qu'Elena ait perdu son téléphone ou quelque chose comme ça. La femme à l'autre bout du fil a demandé si j'étais Carlos Mendes, et sa voix avait ce ton calme et professionnel que le personnel médical utilise lorsqu'il est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai confirmé que c'était moi et demandé qui appelait. Elle m'a dit qu'elle appelait de l'hôpital général du comté, et que ma femme Elena avait été admise il y a environ 1 heure, à la suite d'un accident de véhicule. Elle a dit qu'Elena était stable mais qu'elle avait subi des blessures, et que je devais venir dès que possible. Tout est devenu flou pendant une seconde. Ma femme était à l'hôpital. Ma femme avait eu un accident de voiture. Ma femme aurait pu mourir. Je lui ai dit que j'arrivais tout de suite. Que je pouvais être là dans 20 minutes. J'ai demandé si Elena allait bien et ce qui s'était passé. L'infirmière a expliqué qu'Elena avait une commotion cérébrale, plusieurs lacérations et une possible côte fracturée.
Elle a dit qu'Elena était consciente et me demandait, mais ensuite, elle a ajouté quelque chose qui a glacé mon sang. Monsieur, je dois vous informer que votre femme n'était pas seule dans le véhicule. Je me suis figé. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter ce qu'elle venait de dire. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. L'autre passager du véhicule était un certain monsieur Audrian Velasco, a-t-elle dit. Il a également été blessé dans l'accident et est actuellement soigné aux urgences. Silence. Un silence complet. Total. Pas le silence où l'on cherche ses mots. Le silence où chaque pensée dans votre tête vient d'être supprimée et remplacée par un unique point d'interrogation hurlant. Audrian Velasco. Je connaissais ce nom. Elena l'avait déjà mentionné. Toujours avec désinvolture, toujours en passant. C'était une sorte d'artiste, il faisait du design en freelance, et apparemment il s'était croisé lors d'un événement de réseautage organisé par son entreprise il y a des mois. Elle avait mentionné qu'Audrian l'avait aidé à contacter un graphiste, ou qu'il avait recommandé une galerie en ville. Audrian, le type qu'elle n'avait jamais suggéré que je rencontre. Le type dont le nom revenait juste assez souvent pour paraître normal, mais pas assez souvent pour paraître suspect. L'infirmière a demandé si j'étais toujours là, et j'ai réussi à dire oui, que j'étais toujours en ligne. Elle a demandé si je viendrais à l'hôpital ce soir. J'ai regardé autour de mon salon, le canapé où Elena et moi avions regardé des films ensemble. Les photos sur le mur de notre jour de mariage, la table basse où, hier matin encore, nous avions pris le petit déjeuner ensemble et où elle s'était plainte de son patron pendant que j'écoutais comme un bon mari. J'ai remercié l'infirmière calmement pour son appel, et j'ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait prévenu. Elle a commencé à dire quelque chose à propos d'Elena qui me demandait, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine très soigneusement, comme s'il était en verre et risquait de se briser si je n'étais pas doux avec lui. Puis je me suis assis à la table et j'ai fixé le mur pendant ce qui aurait pu être 5 minutes ou 5 heures. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Ma femme m'avait menti. Elle n'était pas allée voir Laura. Elle était partie pour être avec Audrian Velasco. Elle m'avait regardé dans les yeux, m'avait embrassé pour me dire au revoir, m'avait laissé l'aider à faire son sac, et était partie passer la nuit avec un autre homme. Et puis elle avait eu un accident avec lui dans la voiture à 2 heures du matin, en revenant de l'endroit où ils avaient été ensemble. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté, je n'ai pas frappé le mur, ni fait aucune de ces choses que l'on voit les gens faire dans les films quand ils découvrent qu'ils ont été trahis. Je suis juste resté assis là, avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et en avait retiré tout ce qui me rendait humain, ne laissant derrière qu'une coquille vide qui savait encore comment respirer. C'est à ce moment-là que mon mariage a pris fin. Pas quand j'ai signé les papiers. Pas quand j'ai déménagé. Juste là, assis à ma table de cuisine à 2h30 du matin, portant encore le t-shirt dans lequel j'avais dormi, tenant un téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer avec des appels de l'hôpital auxquels je n'allais pas répondre. Ma femme était à l'hôpital et me demandait, et je n'allais pas y aller, et tout le monde allait penser que j'étais un monstre, et je m'en fichais, parce que la personne que j'avais promis d'aimer dans la maladie et la santé venait de se révéler être quelqu'un que je ne connaissais même pas. Laissez-moi faire une pause ici une seconde, parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que j'aurais dû aller à l'hôpital, que j'aurais dû au moins m'assurer qu'elle allait bien avant de prendre des décisions. Et peut-être que vous avez raison. Mais voici ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Le mensonge élaboré qu'elle avait construit, la fausse crise avec Laura, la planification minutieuse, tout cela me disait que ce n'était pas une erreur. C'était calculé. Quand quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et mentir aussi fluidement, de quoi d'autre est-il capable? Cette question me terrifiait plus que tout le reste. Je ne suis pas allé à l'hôpital cette nuit-là. Et je sais que cela me fait passer pour une personne froide et sans cœur, mais laissez-moi vous dire ce que j'ai fait à la place. Je suis resté assis à ma table de cuisine jusqu'à ce que le soleil se lève, fixant mon téléphone pendant qu'il vibrait encore et encore avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Et j'ai laissé chacun d'eux aller sur la messagerie vocale. Je n'étais pas cruel. J'étais sous le choc. Le genre de choc où votre cerveau s'arrête simplement parce qu'il ne peut pas traiter ce qui se passe. Comme quand on touche quelque chose de si brûlant que, pendant une seconde, on ne sent même pas la douleur. On ne sent rien. C'est là que j'étais, nulle part. Ma femme était dans un lit d'hôpital à me demander. Et j'étais assis dans notre cuisine, réalisant que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. Mais je ne pouvais pas rester assis là éternellement à ne rien faire.
Alors, vers 7 heures du matin, quand j'ai pensé que les gens seraient réellement réveillés, j'ai fait la seule chose qui avait du sens pour moi. J'ai appelé Laura, l'amie d'Elena, celle qu'elle était censée visiter, celle qui traversait soi-disant une rupture terrible et avait besoin du soutien de ma femme si désespérément qu'Elena avait dû tout laisser tomber et conduire jusque là-bas pour le week-end. Laura a répondu à la 4e sonnerie, l'air groggy et confuse, et je lui ai demandé si Elena était toujours là avec elle. Il y a eu un long silence. Puis Laura m'a demandé de quoi je parlais. J'ai expliqué qu'Elena était partie vendredi soir pour passer le week-end avec elle, pour l'aider à surmonter sa rupture. Et est-ce qu'elle allait bien? Est-ce que je pouvais parler à Elena une seconde? Un autre silence, plus long cette fois. Carlos. Je ne traverse pas de rupture, a dit Laura. Et Elena n'est pas là. Je ne l'ai pas vue depuis environ 3 semaines. Est-ce que tout va bien? J'ai remercié Laura, je lui ai dit que tout allait bien, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ce n'était pas la liaison. Je veux dire, oui, la liaison était horrible, mais les gens ont des aventures. Les gens font des erreurs. Les gens deviennent faibles, ou stupides, ou égoïstes. Ce qui m'a brisé, c'était le mensonge, la planification, le caractère délibéré de tout cela. Elena ne m'avait pas simplement trompé dans un moment de faiblesse. Elle avait construit une réalité entièrement fausse. Elle avait choisi le nom de Laura spécifiquement parce qu'elle savait que je ne poserais pas de questions. Elle avait inventé une rupture, inventé une crise, m'avait regardé dans les yeux et m'avait raconté cette histoire élaborée. Laisse-moi l'aider à faire son sac. Laisse-moi l'embrasser pour lui dire au revoir. Laisse-moi m'inquiéter pour la pression de ses pneus, bon sang. Elle m'avait envoyé des messages depuis l'endroit où elle se trouvait réellement, prétendant être chez Laura, me disant que Laura allait plus mal que prévu. Chaque mot était calculé. Chaque moment était une performance. Et j'avais cru à tout cela parce que je faisais confiance à ma femme. J'avais besoin de voir la voiture. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être que je pensais que voir la preuve physique rendrait la chose réelle. Ou peut-être que j'avais juste besoin de quelque chose de concret auquel me raccrocher, parce que ma réalité entière venait de se dissoudre dans le néant. J'ai appelé le département de police et demandé où les véhicules accidentés étaient remorqués, et ils m'ont donné l'adresse d'une fourrière du côté et de la ville. J'ai conduit là-bas vers 10 heures du matin, je leur ai montré ma pièce d'identité et notre certificat de mariage ainsi que l'immatriculation, et ils m'ont laissé passer pour examiner le véhicule. La voiture était dans un état pire que ce que j'avais imaginé. Tout l'avant était froissé comme une boîte de conserve. Le pare-brise était brisé, et il y avait du sang séché sur l'appui-tête côté conducteur qui m'a retourné l'estomac. Mais ce n'est pas ce qui m'a atteint. Ce qui m'a atteint, ce sont les bagages. Le sac de voyage d'Elena était toujours sur la banquette arrière, partiellement ouvert, et je pouvais voir des vêtements s'en échapper. J'ai ouvert la portière de la voiture et tiré le sac vers moi. Et c'est là que je l'ai vu. De la lingerie. De la lingerie coûteuse. Le genre qu'elle avait acheté pour notre anniversaire l'année dernière. Le genre qu'elle avait porté pour moi, avec ce sourire timide qu'elle a quand elle essaie d'être romantique. De la dentelle noire, de la soie rouge, des choses que je reconnaissais parce que je les avais vues auparavant dans notre chambre. Elle les avait emballées pour lui. Elle avait pris les choses intimes qui appartenaient à notre mariage et les avait apportées à un autre homme. Je me suis senti malade, mais j'ai continué à regarder parce qu'une partie de moi avait besoin de tout savoir. Il y avait un petit sac séparé, comme une trousse de toilette, et à l'intérieur, il y avait des protections, de l'huile de massage et une bouteille de vin coûteux. Ce n'était pas quelque chose de spontané. C'était planifié, méticuleusement planifié. Puis j'ai vu le siège auto, le siège de notre neveu, encore attaché sur la banquette arrière où je l'avais installé il y a 2 week-ends, quand mon frère et sa famille nous avaient rendu visite. Elena avait vu ce siège auto. Elle l'avait regardé, savait qu'il était là, et était quand même montée dans cette voiture avec Audrien Velasco pour aller là où ils allaient. Elle avait été prête à risquer non seulement sa propre vie, mais potentiellement la vie d'un enfant si les circonstances avaient été différentes, si mon frère avait eu besoin de nous pour faire du babysitting, si quoi que ce soit avait changé dans le plan. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a changé en moi. Jusqu'à cet instant, une partie de moi pensait encore à Elena comme à ma femme, comme à quelqu'un que j'aimais et qui m'avait blessé, comme à quelqu'un que je pourrais éventuellement pardonner ou du moins comprendre. Mais en me tenant là, à regarder ce siège auto,
j'ai réalisé que je regardais les débris laissés par quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. L'Elena que j'ai épousée n'aurait jamais été aussi imprudente. L'Elena que j'ai épousée n'aurait jamais planifié quelque chose d'aussi élaboré. L'Elena que je pensais connaître n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Les bagages, la lingerie, la trousse de toilette, le siège auto. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour les preuves, peut-être pour la procédure de divorce, peut-être juste pour me prouver plus tard que je n'avais pas imaginé tout ça. Puis j'ai refermé la portière de la voiture, je suis retourné à mon camion et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Mon téléphone affichait 23 appels manqués à ce moment-là, certains de l'hôpital, certains de numéros que je ne reconnaissais pas, plusieurs de la sœur d'Elena, Anna. J'ai ignoré tous ces appels. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai cherché des avocats spécialisés dans le divorce. J'ai lu des avis, comparé les prix, vérifié les références. Je l'ai fait de la même manière que je rechercherais un nouvel ordinateur portable ou une destination de vacances, méthodiquement et avec détachement émotionnel, parce que si je me laissais ressentir quoi que ce soit, j'allais m'effondrer. J'ai programmé une consultation pour la semaine suivante avec un type spécialisé dans les divorces conflictuels. Ensuite, je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à sortir mes vêtements du placard. Je ne déménageais pas. Pas encore. Mais j'avais besoin de séparer mes affaires des siennes, parce que je ne pouvais plus regarder notre placard commun sans avoir envie de tout brûler à l'intérieur. La sœur d'Elena, Anna, a rappelé cet après-midi-là. Et cette fois, j'ai répondu. Elle pleurait, me demandant où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu à l'hôpital. Est-ce que je me fichais qu'Elena soit blessée? Quel genre de mari abandonne sa femme quand elle est blessée? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit très calmement que je ne pouvais pas être près de quelqu'un qui m'avait menti aussi complètement, et que je demandais le divorce. Anna est devenue silencieuse. Puis elle a demandé de quoi je parlais. Quel mensonge? Et j'ai réalisé qu'Elena n'avait dit la vérité à personne. Bien sûr que non. Alors j'ai tout raconté à Anna, l'appel à Laura, la fausse histoire de rupture, Audrian Velasco dans la voiture, la lingerie, et tout ce que j'avais trouvé d'autre dans le sac de voyage. Anna n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de digérer ça et qu'elle me rappellerait. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé ce jour-là. Et quand elle a recommencé à appeler quelques jours plus tard, c'était pour me supplier de rendre visite à Elena quand même, parce que la famille, c'est la famille. Je suppose que les liens du sang sont vraiment plus forts que tout. Ou peut-être qu'elle ne pouvait simplement pas accepter que sa sœur soit capable d'une telle chose. Voici ce que je veux que vous compreniez. Je ne vous raconte pas cette histoire pour obtenir de la sympathie ou pour prouver que j'avais raison. Je vous la raconte parce que je pense que beaucoup de gens restent dans des situations comme celle-ci par culpabilité, par obligation, ou parce qu'ils s'inquiètent de ce que les autres vont penser. Et je veux que vous sachiez que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de vous éloigner de quelqu'un qui vous a montré exactement qui il est. Seriez-vous allé à l'hôpital? Auriez-vous essayé d'arranger les choses? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pour la première fois en 4 ans. J'ai fixé le plafond en pensant au siège auto, à la lingerie, au poteau téléphonique et aux mensonges. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Je ne faisais pas le deuil de ma femme. Je faisais le deuil d'une personne qui n'avait jamais vraiment existé. Elena m'a appelé lundi matin depuis l'hôpital, et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être que je voulais entendre ce qu'elle dirait. Peut-être que j'avais besoin de la confirmation que je faisais la bonne chose. Je ne sais pas. Sa voix était faible et tremblante. Et elle m'a demandé où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu la voir. Est-ce que je me fichais qu'elle ait été blessée? Elle a dit qu'elle me réclamait depuis 3 jours et que personne ne voulait lui dire où j'étais. Elle semblait sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi son mari n'était pas assis à son chevet en lui tenant la main. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste écouté sa respiration à l'autre bout du fil. Cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 4 ans, et je ne ressentais absolument rien. Puis je lui ai dit très calmement que je savais pour Audrian Velasco. Il y a eu un silence. Pas le genre de silence où quelqu'un réfléchit à quoi dire. Le genre de silence où le monde entier de quelqu'un vient de s'effondrer,
et où il essaie de comprendre comment le reconstruire assez vite pour sauver quelque chose. Puis elle a commencé à pleurer et à dire que ce n'était pas ce que je croyais, qu'elle pouvait expliquer, que c'était compliqué, et que je devais venir à l'hôpital pour que nous puissions parler en personne. Je lui ai demandé si elle avait été avec lui ce soir-là. Encore du silence. Puis elle a dit oui, mais que je ne comprenais pas toute la situation. Je lui ai demandé si elle avait menti sur le fait d'aller voir Laura. Elle a dit oui, mais qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle ne savait pas comment me dire la vérité. Je lui ai demandé si elle avait emballé notre lingerie d'anniversaire dans son sac de voyage pour la porter pour un autre homme. Elle n'a pas répondu à celle-là. À la place, elle a commencé à parler de sa douleur, de la peur qu'elle avait eue quand la voiture s'était écrasée, de la façon dont elle avait pensé qu'elle allait mourir, et que tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était moi. Je lui ai dit que j'avais parlé à Laura, que j'avais vu la voiture et tout ce qu'il y avait dedans, et que j'avais déjà contacté un avocat spécialisé dans le divorce. Elle a perdu les pédales, puis a commencé à me crier dessus à travers le téléphone, me traitant de sans-cœur, demandant comment je pouvais l'abandonner alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital, disant que j'étais un monstre pour me soucier plus de ma fierté que de sa sécurité. Je l'ai laissée crier jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Je lui ai dit qu'elle avait planifié cela, qu'elle avait utilisé notre amie comme couverture, qu'elle m'avait laissé l'aider à faire un sac rempli de mensonges, et que je ne pouvais plus croire un seul mot sortant de sa bouche. Elle est redevenue silencieuse. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point nous étions vraiment loin l'un de l'autre. Elle a dit que ce qui la blessait le plus n'était pas l'accident, n'était même pas de me perdre, mais que je sois si cruel alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Comme si c'était elle la victime ici, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. La pression est venue de tout le monde après ça. Sa sœur Anna m'a appelé régulièrement pendant 2 semaines, me suppliant de rendre au moins visite à Elena une fois, pour lui donner une chance de s'expliquer en personne, pour faire preuve d'un peu de décence humaine élémentaire. Je ne sais pas si Anna ne croyait pas ce que je lui avais dit sur la liaison ou si elle pensait simplement que la famille devait rester unie quoi qu'il arrive, mais elle semblait sincèrement penser que j'étais le méchant dans cette situation. Ses parents m'ont appelé aussi, son père surtout, disant que je faisais une erreur, que les mariages traversent des zones de turbulence et qu'on ne jette pas 4 ans à la poubelle à cause d'une seule nuit. Une seule nuit. C'est comme ça qu'ils n'arrêtaient pas d'appeler ça, comme si c'était un baiser d'ivrogne lors d'une fête et non une escapade d'un week-end prémédité avec un autre homme. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne voulait entendre. Ils se fichaient des mensonges, de la planification, ou du fait que leur fille avait utilisé notre amie commune comme alibi. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une femme blessée se remettant chez sa sœur, et un mari qui ne voulait pas venir la voir. J'étais le méchant dans leur histoire, et rien de ce que je disais n'allait changer cela. Mes propres amis étaient divisés. La moitié d'entre eux comprenaient et soutenaient ma décision. L'autre moitié pensait que j'étais trop dur, que je devrais au moins attendre qu'elle soit complètement rétablie avant de prendre des décisions majeures. Mais voici ce que personne ne semblait comprendre. Il ne s'agissait pas de l'hôpital. Il ne s'agissait pas du fait qu'elle soit blessée. Il s'agissait du fait que la personne que j'avais épousée n'existait pas. La femme qui se remettait dans l'appartement de sa sœur était une étrangère qui avait porté le visage de ma femme depuis on ne sait combien de temps, et je ne pouvais plus faire confiance à quoi que ce soit la concernant. Comment pardonner à quelqu'un quand on ne sait même pas qui il est vraiment? Ce n'est pas une question rhétorique. Je ne connais sincèrement pas la réponse. J'ai demandé le divorce 5 semaines après l'accident. Elena était sortie de l'hôpital à ce moment-là, elle logeait chez Anna, et mon avocat lui a remis les papiers à l'appartement de sa sœur. Je ne l'ai pas fait pour être vindicatif. Je l'ai fait parce que chaque jour que j'attendais était un jour de plus où je me mentais à moi-même sur la possibilité de sauver ce mariage. Ce n'était pas possible. Il y a des choses dont on peut revenir, et d'autres dont on ne peut pas. Et c'était le genre de trahison qui brûle le pont si complètement qu'il ne reste plus rien sur quoi reconstruire. La procédure de divorce a été laide. Elena s'est battue sur tout, la maison, les économies, les meubles, comme si elle pouvait juste garder assez de morceaux de notre vie ensemble, alors peut-être que cela prouverait que le mariage avait signifié quelque chose. Son avocat m'a dépeint comme froid et impitoyable. Il a dit que j'avais abandonné ma femme au moment où elle en avait besoin, a essayé de faire passer la liaison pour une erreur unique que je montais en épingle. Mon avocat a présenté les preuves. Les relevés téléphoniques que j'avais fait assigner, montrant des mois d'appels et de messages entre Elena et Audrian.
Nous avions chacun nos propres forfaits téléphoniques via nos emplois, donc je n'avais jamais vu les factures. Les relevés de cartes de crédit montrant des chambres d'hôtel et des restaurants où je n'étais jamais allé. Des frais que je n'avais jamais remis en question parce que nous gardions nos finances principalement séparées et que je lui faisais confiance. Les photos que j'avais prises à la fourrière. Ce n'était pas une seule nuit. Cela durait depuis près de 7 mois. 7 mois de mensonges. 7 mois à me regarder en face chaque matin et à faire semblant que tout allait bien. 7 mois à planifier, à brouiller les pistes et à jouer le rôle de l'épouse fidèle tout en vivant une vie entièrement séparée dont je ne savais rien. Quand j'ai vu toutes ces preuves étalées noir sur blanc, je me suis senti justifié, mais aussi dévasté, car cela signifiait que j'avais vécu dans un fantasme pendant plus de 6 mois sans même le savoir. 7 mois après l'accident, après que le divorce a été finalisé, que la maison a été vendue et que nous avons tout divisé jusqu'à la dernière tasse à café, j'ai appelé Elena une dernière fois. Pas parce que je voulais tourner la page, ou parce que je lui avais pardonné, ou parce que je pensais qu'il restait quelque chose à dire qui comptait. J'ai appelé parce que j'avais besoin qu'elle comprenne une chose que je ne pense pas qu'elle ait jamais comprise. Quand elle a répondu, j'ai pu entendre l'espoir dans sa voix. Comme si c'était peut-être moi qui appelais pour dire que j'avais fait une erreur, que je voulais qu'elle revienne. Je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai juste dit la vérité aussi clairement que je le pouvais. Je ne suis pas parti parce que tu étais dans cette voiture avec lui, ai-je dit. Je suis parti parce que tu étais prête à mentir si facilement, à planifier si soigneusement, à risquer tant de choses juste pour avoir ce que tu voulais. Je suis parti parce que j'ai réalisé que si tu pouvais faire tout ça, alors je n'avais aucune idée de ce dont tu étais capable d'autre, et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à attendre de le découvrir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose sur le fait que je ne comprendrais jamais ce que c'était que de se sentir piégé, d'avoir besoin de quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, d'être assez désespéré pour faire de mauvais choix. Comme si cela expliquait quoi que ce soit. Comme si cela rendait la chose acceptable. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, que je le pensais sincèrement, mais que je ne pouvais plus faire partie de sa vie parce que je ne savais pas qui elle était, et que je ne faisais pas confiance à qui elle pourrait devenir. Puis, j'ai raccroché. C'était il y a 3 mois. Je ne lui ai pas parlé depuis. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas être allé à l'hôpital ce soir-là, si je souhaiterais avoir géré les choses différemment, si je pense avoir été trop dur. Et honnêtement, non, je ne le regrette pas. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas abandonné ma femme blessée. Je me suis protégé d'une personne qui me mentait depuis si longtemps et si bien que j'avais commencé à croire que le fantasme était réel. Et peut-être que cela me rend froid. Peut-être que cela me rend sans cœur. Mais cela me rend aussi libre. Certaines personnes survivent à des accidents de voiture. J'ai survécu à un mariage avec quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu. Voici ce que j'ai appris de tout cela. La confiance, ce n'est pas seulement croire que quelqu'un ne vous fera pas de mal. C'est croire que s'ils vous font du mal, ce sera parce qu'ils ont fait une erreur, pas parce qu'ils l'ont planifié. Elena n'a pas fait une erreur. Elle a fait une série de choix calculés sur 7 mois. Et chacun de ces choix m'a dit exactement qui elle était. J'aurais juste aimé y prêter attention plus tôt. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas la deuxième chance, ou l'explication, ou les excuses. Croyez-le simplement et agissez en conséquence. Cela pourrait vous épargner des mois ou des années à vivre dans un mensonge. Et à tous ceux qui se sont déjà sentis coupables de s'éloigner de quelqu'un qui les a blessés, vous ne devez votre souffrance à personne. Pas à votre conjoint, pas à votre famille, pas à vos amis, et certainement pas à des inconnus sur Internet qui pensent savoir mieux que vous. Vous vous devez la paix. Et parfois, la paix signifie s'éloigner des gens que vous avez aimés autrefois. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires.